Le corps humain, auquel les artistes rendent hommage depuis la nuit des temps, a parfois besoin d'être réparé. Aujourd'hui, les nouvelles prothèses bioniques induisent de profondes modifications du corps. Elles ne cessent d'évoluer pour s'adapter le mieux possible au corps humain jusqu'à en faire partie intégrante et permettre aux personnes handicapées de se mouvoir le plus naturellement du monde. Nous voici dans le monde des produits bioniques où la technologie est calquée sur les systèmes biologiques. Ses jambes ou ses bras ont des moteurs, des capteurs et intègrent une véritable intelligence artificielle. Ces prothèses changent la vie de ceux qui en ont besoin. Le professeur Berthold Meyer est chercheur en psychologie sociale à l'université de Chemnitz en Allemagne. Il est né sans bras gauche, mais son handicap, il ne le cache plus, même en public, devant ses étudiants. Comme tout le monde, il peut désormais conduire un vélo, une voiture ou se faire un café. Et depuis qu'il porte en guise de bras un petit bijou de technologie, il joue même de son invalidité. Surprise! La main bionique que porte Berthold a été inventée par David Goh, fondateur de la société écossaise Touch Bionics, qui la commercialise aujourd'hui. C'est la première prothèse de main au monde qui soit entièrement articulée. L'utilisateur peut bouger individuellement chaque doigt, donc gérer toutes les situations de la vie quotidienne. La main artificielle de Berthold est attachée au bras grâce à une emboîture. 2 électrodes posées sur sa peau récupèrent la tension électrique émise par ses muscles lorsqu'ils se contractent et la transforment en commande pour la main via un microprocesseur. Par exemple, une contraction rapide permet d'ouvrir tous les doigts de la main. 2 contractions permettent d'accéder à d'autres fonctions comme plier le pouce ou pointer l'index. Au début, quand on commence à utiliser la prothèse, il faut beaucoup réfléchir. Je dois contracter un muscle ici pour qu'il se passe quelque chose là, devant. Et après 1 an, cela devient totalement inconscient. On pense ouvrir et la prothèse s'ouvre. C'est très naturel. Cela devient partie intégrante du schéma corporel. Mais comment, à partir de 2 électrodes, réaliser les dizaines de mouvements d'une précision incroyable qu'est capable de faire une main naturelle? En fait, Berthold peut accéder à 24 fonctions différentes, pilotables depuis son téléphone portable. Il assigne d'abord 3 de ces fonctions, les plus courantes, à sa commande musculaire. Mais il peut à tout moment accéder à d'autres fonctions et sélectionner par exemple prise latérale pour attraper une sacoche quand il part en voyage. Sa main adopte alors instantanément la position prise latérale, très astucieux. Je peux par exemple appuyer sur montrer du doigt et la main montre du doigt. Je peux appuyer sur prise de précision et la main effectue la prise de précision. Grâce à cette technologie, Berthold peut donc attraper un objet fragile qui n'offre aucune prise, comme un téléphone. Le progrès est vraiment étonnant. Ce qu'il y a de particulier avec cette main est que chaque doigt est alimenté par son propre moteur électrique et les doigts en plus sont sensibles à la pression. Cela signifie que quand je prends le téléphone comme ça dans la main, ce doigt sent qu'il va toucher le téléphone et il arrête de bouger. Puis ce doigt-là continue de bouger jusqu'à ce qu'il touche le téléphone et il arrête de bouger. Il en résulte cette prise adaptative qui a l'air très naturelle et qui partage parfaitement la pression autour du téléphone sans encombrer la partie supérieure. Ainsi, rien ne bouge, rien ne tombe et je peux même effectuer une rotation complète du poignet. Enfin, un 3e mode de pilotage sans fil et automatique lui permet de ne même plus passer par le téléphone pour des fonctions quotidiennes. Une dizaine de puces électroniques sont placées dans son environnement et dialoguent avec le microprocesseur de la prothèse. Si Berthold s'approche de son ordinateur, hop, son index se raidit automatiquement pour écrire. Cette petite puce envoie un signal à la prothèse quand je me rapproche pour qu'elle se mette en mode clavier. Mais ce n'est pas moi qui ai activé le mode, c'est la prothèse, car elle s'est approchée de la puce.
Chaque soir, quand il rentre chez lui, Berthold recharge sa prothèse comme s'il chargeait son téléphone portable. Et le lendemain, c'est reparti pour 24 heures d'autonomie. En fait, c'est très simple. Ici, il y a 2 électrodes. On peut les voir ici et là dans l'ouverture. Il suffit de l'enfiler comme ceci. Voilà, c'est tout. On allume. La prothèse a toujours besoin de quelques secondes pour démarrer. Voilà, c'est fini. J'en ai aussi une en noir. Depuis l'âge de 10 ans, Berthold a pu tester toutes les générations de prothèses et apprécier les progrès fulgurants réalisés depuis la pince crabe des années 70. C'est la différence entre celle-ci et celle-là. Laquelle préféreriez-vous avoir? Avant, les gens avaient de la compassion pour moi, parfois même du dégoût, quand je portais l'ancienne prothèse ou pas de prothèse du tout. Mais avec cette prothèse bionique, les personnes viennent vers moi avec intérêt, les enfants parfois même avec émerveillement. Cela signifie que le rapport que les autres ont avec moi a changé depuis que je porte cette prothèse. Cela me donne une toute autre confiance en moi. Cet effet psychologique est pour moi tout aussi important que l'aspect fonctionnel. Les progrès de la technologie dépassent largement la main et s'appliquent aussi aux pieds et aux jambes. C'est grâce à toute une intelligence artificielle intégrée que les porteurs de jambes bioniques peuvent adopter une démarche quasi naturelle ou danser comme des professionnels. En Islande se trouve le 2e fabricant mondial de prothèses de membres inférieurs, la société Össur, qui emploie 2000 personnes dans le monde. À Reykjavik, au cœur de la recherche et de la production des produits bioniques, travaillent 300 personnes, dont plusieurs sont elles-mêmes amputées, comme Lucas, technicien et testeur. À 19 ans, je suis tombé d'un pont et je me suis agrippé à un câble électrique de haute tension. L'électricité a traversé tout mon bras, mon corps, jusqu'à ma jambe, et là, l'électricité ne pouvait pas en sortir. Et oui, ma jambe a explosé. À ce moment-là, j'ai pensé que je ne voulais plus vivre. Et j'ai vraiment pensé au suicide. La technologie qui a permis à Lucas de reprendre goût à la vie, c'est cet homme qui l'a inventé. Hugh Hare, un Américain, ancien champion d'escalade, qui a dû être amputé des 2 jambes à la suite d'un accident de montagne à l'âge de 17 ans. Sans se décourager, il est devenu chercheur au MIT et a conçu, il y a 20 ans, le premier genou bionique. Össur a racheté la licence et développé ses propres produits. Le Canadien David Langlois est ici le spécialiste du genou. Pour les produits de type classique, l'utilisateur doit fournir toute l'énergie ainsi que toutes les données pour que le genou adopte le bon comportement. Il n'y a pas de mécanisme de décision, de capteur intégré dans ces produits. Terminé les démarches raides de pirates à jambes de bois. Voici le premier genou motorisé au monde qui permet à une personne de monter un escalier pas à pas, soulevant la jambe quasiment vers le pas suivant. Même sur un plan incliné ou un terrain accidenté, la démarche est presque naturelle. La révolution a été de se déplacer vers des produits qui vont utiliser de l'intelligence artificielle. Utiliser des algorithmes avec des processeurs qui sont intégrés dans l'unité. À l'intérieur de la prothèse, différents capteurs de vitesse, de charge, d'accélération ou de position permettent de détecter les intentions de l'utilisateur. Donc à partir des informations fournies par les capteurs et à partir d'un modèle général de la démarche humaine, on va être capable de déterminer, en fonction du type de mouvement,
si l'utilisateur décide de monter un escalier ou décide de se lever de sa chaise. Et le genou va adapter son comportement au type d'activité. Aussi sophistiquée soit-elle, cette technologie ne fonctionne que si l'utilisateur s'entraîne un certain nombre d'heures et même de jours pour pouvoir s'en servir. Avec ce moteur intégré, vous devez un peu comprendre comment le genou va réagir. Ce n'est pas comme les autres prothèses qui ne font que suivre votre mouvement. Là, vous devez un peu anticiper sur la façon dont le genou va se comporter. Ici, on fabrique non seulement des pieds, des chevilles, des genoux et des jambes complètes, mais en plus, ces prothèses se déclinent en différentes versions selon les usages. Elgui a perdu sa jambe à 19 ans à cause d'un cancer des os. Aujourd'hui, il change de jambe comme de chemise. Celle-ci est sa jambe de tous les jours, avec cheville et genoux bioniques. Mais Elgui a toujours été sportif et il participe maintenant aux Jeux paralympiques. C'est avec cette seconde jambe, mécanique et non bionique, qu'il a remporté la médaille d'or du lancer de javelot au championnat du monde d'athlétisme paralympique en 2013. Sur cette prothèse de jambe, je n'ai pas de genou. C'est une jambe raide. Je cours avec celle-ci. C'est celle que j'utilise pour le javelot, pour faire des arrêts brusques au bout de la piste, quand je lance le javelot. Sur cette troisième jambe qu'il utilise pour courir le 100 mètres et pour les épreuves de saut en longueur, il y a un genou articulé et donc plus de souplesse. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des prothèses bioniques en compétition. Cela pourrait vous donner un avantage sur les autres athlètes, si vous avez un produit que vous pouvez programmer pour améliorer vos performances. Vous n'avez le droit d'utiliser que des produits mécaniques. Mais ces produits, aussi élaborés soient-ils, ne permettent pas encore de retrouver des sensations. C'est tout l'objectif des recherches sur les futurs membres artificiels, aller toujours plus loin, rendre à l'humain non seulement ses capacités physiques, mais lui permettre aussi de retrouver des sensations et lui donner un véritable contrôle de ses prothèses. Nous quittons les produits du commerce pour aller vers des prototypes toujours plus connectés au corps du patient. À l'École polytechnique de Lausanne, en Suisse, le chercheur Silvestro Misera fait partie des quelques scientifiques dans le monde qui travaillent sur une main artificielle restituant le sens du toucher. Ce que nous savons des personnes amputées utilisant des prothèses de main du commerce, c'est que l'absence de retour sensoriel est fortement handicapant pour elles, car elles doivent constamment regarder l'objet qu'elles prennent, elles n'arrivent pas à réaliser ce qu'on appelle l'embodiment, l'intégration au corps, c'est-à-dire la possibilité de sentir la prothèse comme faisant partie de son propre corps. Pour permettre à la personne amputée de retrouver des sensations, le chercheur a une solution radicale. Implanter des électrodes à l'intérieur même des nerfs du bras du patient. Et non pas les poser simplement sur le bras, comme c'était le cas tout à l'heure avec la main bionique de Berthold Meyer. La main artificielle a été équipée de capteurs qui réagissent quand le patient manipule un objet, ici un cylindre. Le système transforme en courant électrique ces informations fournies par les capteurs, puis il les convertit en impulsions nerveuses qui sont transmises aux électrodes greffées dans les nerfs de son bras. L'information remonte alors au cerveau, le sens du toucher est rétabli, le patient est donc capable de percevoir la forme cylindrique qu'il tient dans la main. Denis Sorensen est le premier être humain à avoir perçu des sensations transmises par la main bionique conçue dans ce laboratoire. Elle lui a été spécialement greffée pour une durée de 3 semaines. L'essai a eu lieu en février 2014. Mou, j'étais très enthousiaste, car soudainement je pouvais ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 9 ans. Je pouvais sentir les objets ronds, durs ou mous. En fait, le retour était totalement nouveau pour moi. Et soudainement, quand je faisais un mouvement,
Je pouvais sentir ce que je faisais au lieu de regarder. Mes enfants ont trouvé ça cool. Ils m'ont surnommé l'homme câblé. Au laboratoire de Lausanne, les recherches se poursuivent pour qu'un jour, cette main puisse être mise sur le marché. À l'heure actuelle, elle ne permet pas de ressentir le chaud et le froid, ni de savoir de quelle matière est fait un objet. Cet ingénieur de recherche explique comment, à partir du niveau de résistance de l'objet, un patient peut déduire certaines informations sur sa forme et sa densité, par exemple. Donc en fait, il y a deux canaux de stimulation. Donc un qui me donne une sensation, surtout dans le petit doigt, un petit peu sur ce doigt-là. Et le deuxième canal de stimulation, il me donne une sensation qui est plutôt entre le pouce et l'index ici. J'arrive à déterminer si c'est dans cette zone ou dans cette zone, pas plus précis que ça. Par contre, j'arrive très bien à sentir la quantité de force en fait, que la main est en train d'appliquer. Une des choses intéressantes qu'on a remarqué avec le patient amputé, c'est qu'il était capable de déterminer, par exemple, s'il tenait une balle ou un gros cylindre, et il le faisait grâce au fait qu'il y avait un délai entre le contact entre le premier doigt, par exemple. Si je tiens la balle ici, ce doigt va la toucher avant et ce doigt plus tard. Si c'était un objet comme un gros cylindre, comme tous les doigts le touchent en même temps, il comprenait que c'était un cylindre. On est encore loin de la mise sur le marché d'une telle prothèse dont les essais cliniques ne font que commencer. L'objectif est d'arriver d'ici à la fin de l'année 2015 à avoir au moins 2 ou peut-être même 3 patients à Lausanne et à Rome à qui on aura greffé cette fois un système portable et qu'ils pourront conserver longtemps. Toutes ces prothèses étaient jusqu'ici commandées par les muscles. L'étape suivante, ultime objectif et certainement le plus fou, être capable de commander les prothèses directement par la pensée. La réalité est en train de rejoindre la science-fiction grâce à la rencontre des neurosciences et des technologies informatiques. Selim Eskizmir-Liller est chercheur en neurosciences et en électronique à l'Université Paris-Descartes. Il travaille sur des systèmes de communication appelés interfaces cerveau-machine. Ces recherches sont faites sur des singes valides, mais serviront à des tétraplégiques dont le cerveau n'est plus en mesure de communiquer avec le reste du corps. L'interface cerveau-machine nous permet de faire une liaison directe entre le cerveau et la machine. Et cette liaison se fait essentiellement par les réseaux de neurones biologiques chez l'homme, avec la moelle épinière, etc. Mais chez les tétraplégiques ou paraplégiques, il y a une coupure, il y a une rupture entre le cerveau et les membres du corps. Pour régler ce problème, notre approche est de proposer un réseau de neurones artificiels qui remplacerait la moelle épinière endommagée. Les neurones artificiels dont le chercheur parle, ce sont en fait des algorithmes qui vont décoder et reproduire les signaux électriques utilisés par le cerveau pour donner l'ordre aux membres ou aux prothèses de bouger. Mais avant de permettre aux personnes handicapées de faire bouger une prothèse par la pensée, il faut d'abord décoder les signaux émis par les neurones quand ils commandent les gestes du bras et de la main. Cette étude est réalisée sur un singe valide et en bonne santé. La cartographie du cortex est plus ou moins connue aujourd'hui. On sait quelle région contrôle quel doigt, quelle partie, même quelle articulation. On implante dans le cerveau du singe un système d'enregistrement qu'on appelle une matrice qui contient 100 électrodes. Première étape, on implante dans le cerveau du singe des électrodes qui vont enregistrer l'activité électrique des neurones. Deuxième étape, on incite le singe à répéter certains mouvements. Par exemple, lorsqu'il fait le geste d'attraper une poignée, cela fait jaillir du jus d'orange. Et comme il aime ça, il répète le geste. Pendant que le singe répète ce geste, on enregistre les signaux émis par ses neurones pour commander le mouvement. Troisième étape, ces signaux sont décodés par l'ordinateur et convertis en ordre pour le bras robotisé. Donc le but principal est de faire au robot le même mouvement effectué par le singe. C'est parfait, ça. Il aura fallu des milliers d'heures de calcul pour mettre au point l'algorithme permettant de décoder les signaux neuronaux du singe, puis de les transformer en consignes pour le bras robotisé. C'est grâce à de telles recherches fondamentales avec le singe que des chercheurs de l'université de Pittsburgh aux États-Unis viennent de passer à l'homme. Jane Scheuermann est totalement paralysée depuis 10 ans, à cause d'une maladie de la moelle épinière.
elle va malgré tout retrouver un peu d'autonomie. Pour cela, elle a dû accepter une lourde intervention. Comme pour le singe, on lui a d'abord implanté des électrodes dans la région du cortex moteur qui dirige son bras. Mais comme son bras est paralysé, elle démarre par une phase d'apprentissage. Quand elle pense à bouger sa main, son activité cérébrale est enregistrée afin que l'ordinateur apprenne à interpréter ces signaux. Et maintenant, imaginez que vous bougez votre poignet. Et le chercheur constate qu'il y a bien un signal sur l'écran. Et voilà, on y est. Grâce à cet entraînement cérébral intensif, Jane a progressivement réussi à contrôler le bras robotisé qu'elle appelle son acteur, pour lui faire faire plusieurs types de gestes différents. Avec les 3 premiers degrés de liberté, j'ai pu lever et descendre le bras. Ça, c'est un degré. D'avant en arrière, c'est un autre degré. Et de droite à gauche, c'est un 3e degré. Puis j'ai pu attraper et relâcher des objets en ouvrant les doigts. Ça, c'est le 4e degré. Et ensuite, j'ai pu tourner mon poignet d'acteur, de 3 façons différentes. Et maintenant, je travaille sur des tâches avec ces 7 degrés de liberté. Au début, ça prend du temps, ça va très lentement. Mais ensuite, on pratique. Jane a dû apprendre à transmettre des signaux de plus en plus précis afin que l'ordinateur n'ait plus besoin de rectifier les mouvements, d'abord approximatifs, du bras robotisé. Après des mois d'entraînement, Jane est parvenue à contrôler ce qu'elle appelle maintenant sa main. Oui, j'ai réalisé que j'en parlais comme ça. Ce sont mes doigts. Je peux bouger ma main. Donc oui, je pense que cet acteur est mon bras maintenant. On travaille ensemble, on est en symbiose. Aujourd'hui, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé avant l'opération. Mon but, c'était de manger du chocolat par moi-même. Et je l'ai fait aujourd'hui. Mais cette prouesse médicale et technologique n'est pas sans risque pour le patient, car cela suppose notamment une lourde intervention chirurgicale. Alors évidemment, cette expérience demande une très lourde intervention chirurgicale. Mais aujourd'hui, les risques pour la santé, liés à ces avancées technologiques, les implants, l'emportent sur l'utilisation dont bénéficient les patients. Mais je pense que cela va s'inverser avec le temps. Les risques vont diminuer et les possibilités vont augmenter. Nous en arriverons au point où plus de gens seront prêts à utiliser cette technologie. Ces nouvelles prothèses permettent déjà de réparer l'humain. Demain, elles permettront d'augmenter ses performances et faire des envieux. Dans le monde, ils sont nombreux déjà à rêver de corps technologiquement améliorés, d'une humanité augmentée. C'est le cas de l'inventeur des premiers genoux bioniques, Hugh Hare. Cet homme n'a aucun problème physique, aucun handicap. Il a une physiologie normale. Ces exosquelettes appliquent donc des couples et puissances similaires à ceux des muscles, de sorte que ces muscles n'ont pas à les appliquer. C'est le premier exosquelette dans l'histoire qui augmente effectivement la marche humaine. L'augmentation est si grande que lorsqu'une personne normale en bonne santé porte l'appareil pendant 40 minutes puis l'enlève, ses propres jambes biologiques lui semblent ridiculement lourdes et maladroites. Nous entrons dans l'ère où les machines attachées à nos corps nous rendront plus forts, plus rapides et plus efficaces. Serait-il alors éthique d'amputer une main pour la remplacer par une prothèse qui pourrait plus que la main en bonne santé? Par exemple, certains métiers seraient réservés à des personnes qui auraient un corps amélioré. En fait, c'est déjà comme ça aujourd'hui pour les pilotes de chasse. On opère leurs yeux au laser pour augmenter l'acuité visuelle.
Tout ça est possible, mais cela amène des questions d'ordre éthique, dont je pense qu'il faut débattre dès aujourd'hui et pas dans un futur trop éloigné. Et justement, ils sont nombreux, les philosophes, anthropologues, biologistes, qui réfléchissent déjà aux questions éthiques et métaphysiques posées par ces transformations qui modifient profondément l'humain. Imaginons qu'on continue à améliorer les prothèses et que les gens qui ont des prothèses se mettent à courir plus vite que les gens qui ont des jambes normales. Est-ce qu'on va interdire aux handicapés de venir courir avec les autres et on fera des épreuves sportives pour handicapés où les gens iront plus vite que les gens normaux? Est-ce qu'on comptera que le record du monde, c'est celui des handicapés ou celui des non-handicapés? Est-ce que les gens vont finir par se faire couper les jambes pour pouvoir devenir recordman du monde du 100 mètres? En fait, on n'a pas besoin de se couper un bras pour entrer dans ces processus-là. Il suffit d'ajouter 2 bras. De même qu'on utilise un arc, on utiliserait un bras avec de nouvelles fonctions. Un bras avec des doigts tournevis ou un bras qui a plus de force pour prendre quelque chose ou un bras qui est beaucoup plus fin en termes de motricité. Un bras pour bijoutier, par exemple. Clairement, quand on évoque l'argument thérapeutique, tout le monde, je crois, est potentiellement prêt à sauter le pas. Maintenant, si on parle d'amélioration par rapport à la norme, ça choque encore beaucoup. Mais l'être humain est flexible, l'être humain s'habitue, l'être humain a créé un environnement autour de lui qui est un environnement toujours plus technique. Et je crois que des choses qui jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps nous semblaient inacceptables, deviennent acceptables, et puis après elles deviennent souhaitables. Et je crois je crois vraiment qu'on y va. L'environnement qu'on se construit, nos technologies, sont fragiles et vulnérables. Mais nous, les humains, n'avons pas à accepter nos limites. Nous pouvons transcender le handicap grâce à l'innovation technologique. Ça suffit pas d'être comme tout le monde, il faut être au-dessus, il faut savoir faire plus, il faut avoir des potentialités que l'humain standard n'a pas. Et avec, à mon avis, le risque que du coup, ce qui nous semble maintenant une chose tout à fait incroyable, parce qu'il n'y a qu'une personne qui l'a, se généralise petit à petit. Et pour finir, c'est les personnes qui n'auront pas accès à cette technologie-là qui seront considérées comme handicapées. Et évidemment, ça sera réservé aux gens qui pourront se le payer. Donc on a parlé d'une nouvelle sorte de handicap, qui serait le handicap des gens qui n'ont pas accès à ces technologies. Avec ces modifications, on est clairement ailleurs que dans de l'évolution telle que Darwin nous l'a décrit. On est dans une évolution, mais qui est essentiellement culturelle, une évolution des usages. Et ce qui est particulier ici, c'est que ce sont des usages qui sont très intégrés au corps. Moi, j'ai quand même des inquiétudes sur notre capacité à gérer ces situations, à les gérer de façon correcte, à garder un respect pour les humains. À partir du moment où on ne saura plus très bien les différencier de machines, est-ce que ça veut dire qu'on se mettra à respecter les machines ou est-ce qu'on se mettra à plus respecter les humains? La vraie question à ouvrir aujourd'hui, c'est vraiment ouvrir les yeux des gens sur le fait que c'est vers ça qu'on va collectivement, que ça ne concerne pas une frange minoritaire de population, ça nous concerne tous. Et les philosophes ne sont pas les seuls à s'intéresser à la question, les artistes aussi. Sur arte.tv/futurmag, découvrez The Alternative Limb Project, un atelier de création de prothèses sur mesure. Des prothèses qui imitent la peau humaine ou qui deviennent de véritables œuvres d'art d'un nouveau genre.